Voilà mes amis, on reprend notre cours avec notre grand ami et très très apprécié Monsieur Fabien Babou. Comme je le dis toujours, j'espère que ce n'est pas perçu comme étant un petit peu prétentieux, mais c'est un cours que les gens vraiment raffolent. Je reçois des commentaires sur ma boîte email, sur mon WhatsApp, et vraiment pour nous encourager à continuer ce cours. Les gens apprennent énormément grâce à vous, pas grâce à moi. Je ne suis là que pour vous permettre de dévoiler toutes ces choses extraordinaires que vous nous expliquez. Et voilà, on va continuer. Donc juste un minuscule rappel de ce qui a été dit dans les précédents cours. Donc nous sommes en train d'expliquer qu'en vérité, le monde fonctionne essentiellement sur l'argent, sur la finance. Et que finalement, derrière le social, le politique et j'oserais même dire le religieux, sans rentrer dans les détails, c'est toujours la finance qui se cache derrière. C'est elle qui s'est appropriée, on pourrait dire, toutes les vitrines de ce monde, de manière à faire tomber l'homme dans les apparences et dans l'extériorité des choses. Mais en vérité, nous sommes des marionnettes, en tout cas jusqu'à la délivrance finale. Nous sommes des marionnettes entre les mains de quelques puissances qui dirigent le monde et qui, comme on le sait, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tout le monde ressent qu'il y a peut-être une tentative peut-être plus forte et plus dangereuse que jamais de ces puissances financières de mettre la main sur l'humanité tout entière, avec toutes ces histoires qui se passent en ce moment sans rentrer dans les détails. Et je passe directement la parole à Fabien, Monsieur Ababou. Bien, alors vous savez, je répète, Rav, un point fondamental. Évidemment, Akadosh Baruch Hu a créé le monde harmonieux. Évidemment, au niveau économique, la théorie économique est reliée à la pensée, qui est reliée à l'action. Tout ça forme, si vous voulez, un tout. Cependant, les forces qu'on appelle les forces d'obscurité utilisent chaque faille, chaque élément de déstabilisation pour pénétrer et pour dominer. Alors, je vais vous donner un exemple. Les économistes anglais, les classiques anglais au XVIIIe siècle, les libéraux, comme on dit, l'école classique anglaise, pensaient et avaient démontré que le travail était la seule source de richesse. Je répète, le travail était la seule source de richesse. Combien coûte ce livre? 3 unités de travail. Combien coûte cette paire de chaussures? 5 unités de travail. Donc cette paire de chaussures coûte plus cher. La monnaie n'était qu'un instrument d'échange. En aucun cas, la monnaie était considérée comme un élément révélateur d'une richesse. Pas du tout. La monnaie, dans la théorie économique, la monnaie était considérée comme un instrument de réglementation et du règlement des échanges. Oui, il y avait quand même des gens qui s'enrichissaient. Oui, donc de toute façon, bien entendu, il y a toujours eu, depuis toujours, des riches et des pauvres. Oui. Mais dans la théorie économique, ce qui faisait la valeur d'un bien, la valeur d'un service, c'était ce qu'on appelait le travail intégré. Et les marxistes appelaient ça le travail cristallisé. Les marxistes et les libéraux appelaient les libéraux anglais, les Français de l'époque, etc., appelaient tel ou tel bien, tant d'unités de travail, c'était du travail qui était intégré dans la valeur richesse. Et à partir de ce moment-là... Juste pour mieux comprendre, c'est-à-dire que le nombre d'heures et d'efforts investis dans le travail définissait le prix de la chose. Exactement. Non seulement l'heure, mais aussi la qualité du travail. Un diplômé coûtait, entre guillemets, plus cher que... donc, si vous voulez, la monnaie n'était qu'un élément, j'allais dire, secondaire. Le premier qui a pris en compte la monnaie comme un bien, c'est-à-dire comme un bien qu'on va thésauriser, qu'on va épargner, qu'on va véritablement donner de la valeur, ce qu'on appelle la préférence de liquidité, la préférence de précaution. Ceux qui sont économistes me comprendront. C'est John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, on l'a dit il y a quelques jours, oui. C'était un des plus grands économistes penseurs anglais qui était chancelier de l'échiquier, n'est-ce pas, et qui a écrit un livre en 1936, je le répète, La théorie générale, qui dit qu'en fin de compte, la monnaie doit être considérée comme un bien.
comme un bien. C'est-à-dire C'est-à-dire véritablement qu'on va utiliser, qu'on va avoir de l'argent, qu'on va avoir de l'argent, et cet argent-là, on peut le spéculer, on peut l'épargner, le thésauriser, on peut l'échanger, on peut le garder par précaution, etc. Et c'est-à-dire véritablement, comme on aura un réfrigérateur, une paire de chaussures, une télévision, on aura de la monnaie. Donc ça change tout. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, n'est-ce pas, les banques vont utiliser la monnaie comme un bien, c'est-à-dire comme un bien qui va se projeter sur l'avenir. À partir de ce moment-là, les spéculateurs, c'est quoi un spéculateur? C'est quelqu'un qui va utiliser la monnaie, n'est-ce pas, qui va utiliser le change pour profiter. Il va acheter par exemple un produit avec tant d'argent, il va le revendre avec tant d'argent. Il va spéculer sur les marchés financiers, sur les marchés monétaires. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, l'argent permettait d'acheter un bien, et après, c'est le bien qui sert à amener l'argent. Exactement. C'est-à-dire que, c'est exactement juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la théorie économique, la monnaie était qu'une réserve de valeur. D'accord ? C'était au mieux une réserve de valeur. Dans l'état actuel des choses de cette époque-là, la monnaie n'était qu'un instrument de transaction. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la monnaie va prendre énormément de l'expansion, énormément de pouvoir. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les années 50, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? On rentre dans le monde du crédit. C'est-à-dire, véritablement, les banques qui, auparavant, ne prêtaient très très peu, et qu'à ceux qui avaient véritablement des liquidités, vont prêter au plus grand nombre. Il va y avoir la création d'une classe moyenne, à ce moment-là, dans les années 60, et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir une mensualisation du travail, avec la fiche de paye, etc., qui, bien que les ménages vont être inféodés, vont être reliés directement, malgré eux, aux banques. Regardez, vous voyez comment ça s'est passé, malgré eux, aux banques. Expliquez plus clairement, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez toucher, par exemple, à l'époque, un salaire en moyenne de 600 francs ou 800 francs en 1960, oui. Eh bien, vous ne pouvez pas le recevoir en billets, ou vous devez le recevoir en chèque. Comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui. Donc, c'est ce mécanisme d'aujourd'hui. Tout passe par la banque. Tout se passe par la banque. La banque devient l'instrument, moteur, maîtresse de tout le système. Ce qui n'était pas vrai du tout au XVIIIe siècle, XIXe siècle, etc. On payait directement. On payait directement. La France, la banque jouait un rôle important, mais pas un rôle, si vous voulez, direct avec les ménages. Donc, ce qui est très important, regardez comment ça se fait. Progressivement, l'épargne des ménages va augmenter dans les banques, et les banques vont commencer progressivement. L'épargne, c'est-à-dire que les gens vont emprunter de l'argent à la banque. L'épargne, c'est d'abord un dépôt. Si vous gagnez par exemple 100 francs, par exemple vous gagnez 100 francs, vous utilisez 70 francs pour vivre, il reste 300 francs, c'est pas forcément un compte d'épargne, c'est un compte liquide qui est réservé au dépôt et que la banque va utiliser. Bien sûr. Que la banque va utiliser pour investir dans les marchés financiers. Mais notre argent n'existe pas. Voilà. C'est une pure virtualité. Exactement. Chaque fois que vous mettez un shekel, $1 dans la banque, le dollar n'existe pas du tout sur le champ. Il est directement placé, et notamment pour les banquiers. Oui, dans les marchés financiers aujourd'hui, mais à l'époque, ils faisaient ce qu'on appelle des relations interbanques. Bon, alors je pose une question simple, mais c'est du vol. De quel droit ils ont qui leur a donné le droit de prendre mon argent pour qu'eux fassent de l'argent avec mon argent? Alors, oui, c'est du vol. Mais bien sûr, alors pire que ça. On va vous rémunérer très très peu. Très très peu, ça veut dire qu'on va vous donner 0,5% de votre capital que vous avez déposé, mais de l'autre côté, si tu prends de l'argent, voilà, si vous prenez, il faut avoir ce qu'on appelle le taux d'escompte, qui fait que le taux d'intérêt va être beaucoup plus élevé. Alors évidemment, 6%. Mais pourquoi on ne s'est jamais révolté contre l'un des plus grands vols de l'histoire humaine? 6% moins 0,5, ça fait 5,5%. Oui. La banque va s'assurer avec votre argent. En cas si vous ne pouvez pas payer. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas payé, les banques ne prennent aucun risque, elles sont déjà assurées. D'accord? Dans le prix de remboursement de votre intérêt, vous avez le prix d'assurance. Donc, alors ce qui est très intéressant, elles vont recevoir par exemple 5,5% d'intérêt, elles vont vous donner au mieux 0,5% parce que vous avez déposé de l'argent, donc résultat il va avoir 5%, moins 5% d'assurance, 4,5% pour elles. Et ça c'est multiplié par des millions de cas, et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, véritablement, cet argent-là qui va se déposer va être très vite, à partir des années 70, 65, 70, très vite placé sur le marché financier.
Donc vous voyez, les marchés financiers vont s'adapter Fabien, à la vous n'avez pas structure répondu bancaire. à ma question. Pourquoi les peuples ne se sont pas révoltés contre la plus grande arnaque de toute l'histoire humaine? Mais parce que tout simplement... Je mets de l'argent dans une banque, ils la prennent pour eux se faire de l'argent Mais avec mon argent. parce que tout simplement, ils ne le savent pas. Parce que tout simplement, ils sont désinformés. On le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, on ne peut pas aller... c'est pas difficile. Le but aujourd'hui, c'est la démonétarisation de la monnaie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire véritablement, vous n'allez plus avoir des billets de 100 shekels ou 200 dollars dans la banque, dans votre poche, pardon. Vous n'aurez que des cartes de crédit. À partir de ce moment-là, par un avian, je ne sais pas, quelque chose dans les airs, qui va vous contrôler tout le temps. Et automatiquement, si vous êtes un mauvais vendeur, un mauvais acheteur, on va vous envoyer votre carte de crédit et c'est fini, vous ne pouvez plus vivre. C'est-à-dire que véritablement, alors qu'avec un billet de 100 dollars, vous pouvez quand même avoir 100 dollars si jamais il y a une crise économique, vous avez quand même 100 dollars malgré tout. Mais dans ce niveau, dans ce truc-là, c'est dématérialisation de la monnaie qui commence à se faire dans des pays, dans de plus en plus de pays. Mais déjà ici en Israël, on ne peut pas dépenser en liquide plus voilà, que 11 000 shekels. Voilà. Alors chacun a ce qu'on appelle en hébreu sa misgueret, c'est-à-dire sa limite supérieure à ne jamais dépasser. Si vous dépassez, on vous arrête. Vous allez acheter un pain, par exemple 20 centimes, et ils vont vous dire non, il n'y a pas de truc. Alors, aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas d'argent, soi-disant, dans le compte. Mais demain, c'est parce que vous êtes un mauvais citoyen, parce que vous ne respectez pas les règles, parce que vous êtes hors de la loi, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on a refusé le vaccin. Parce qu'on avait... Voilà, vous avez tout compris. Alors ça, c'est ce système-là qui a commencé dans les années 60, mais avec la création de la classe moyenne. La classe moyenne, aujourd'hui, qu'elle est complètement défaite, elle est divisée en trois parties, la plupart de la classe moyenne est paupérisée, elle s'est appauvrie avec la crise et avec tout le coronavirus et tout, etc. C'est-à-dire, mais pendant les années 60, on va utiliser cette classe moyenne pour quoi faire? Pour faire un support de la consommation, mais aussi un support des dépôts. Et donc les banques, avec ce support des dépôts, qui vont placer progressivement dans le marché financier, vont s'enrichir. C'est-à-dire que le travail va être complètement secondarisé. C'est ce qu'on appelle la précarisation de l'emploi, la précarisation du travail. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir du chômage, mais à la limite, on s'en fout. On va vous donner 3 sous, financés par les marchés financiers, le chômage, ça va durer 3 mois, 6 mois. Qui va payer cela? Les marchés financiers. Et notamment les pays qui ont des dollars, ce qu'on appelle des pétrodollars. Les pays du Golfe aujourd'hui, si vous voulez, pétroliers. Alors, résultat, contrairement à ce qu'on pense. C'est eux qui payent le chômage? Oui, alors comment ça se passe? Eux, ils investissent, par exemple le Qatar, investir dans le marché financier, et donc ils vont faire monter les entreprises, qui vont revendre. Avec cette revente des entreprises, ce qu'on appelle les entreprises mouchoirs, ils vont prêter à l'État français pour pouvoir payer les budgets sociaux et l'immigration. Qu'est-ce qu'ils gagnent de ça? Ils vont gagner tout simplement le taux d'intérêt. Ils vont vous prêter avec un taux d'intérêt. Alors évidemment, l'État leur rend des intérêts. Bien sûr. Les États sont numérotés. Les États sont classés. Il y a des États qui sont de bons élèves, il y a des États qui sont de mauvais élèves, il y a des États qui sont des élèves normaux. Un bon élève qui prouve, par exemple, Israël est un très bon élève. Il rembourse. Un bon élève, c'est un État qui rembourse ses frais, qui rembourse ses prêts, d'une manière automatique. Et les marchés financiers. Donc, vous avez américains. Marchés financiers mondiaux. Donc, là-dedans, les pétrodollars. L'Arabie Saoudite prête à Israël. Et maintenant, ce qui est incroyable. Récemment ou depuis toujours? Depuis des années, des années. Ça veut dire qu'on est en guerre avec l'Arabie Saoudite, pas maintenant, mais on était en guerre, mais ils nous prêtent de l'argent. Mais bien sûr, absolument, par les marchés financiers. Ce sont les marchés financiers qui règlent tout. Alors regardez. C'est incroyable ce que vous dites. Ça veut dire que sur le terrain, dans la vitrine, on est en guerre avec l'Arabie Saoudite, mais on vit avec l'argent de l'Arabie Saoudite. Entre autres, bien sûr. Alors je ne veux pas faire paniquer les gens. Il est évident que si les marchés financiers s'effondrent, pour toutes sortes de raisons, Chas Veshalom, un conflit armé ou je ne sais pas quoi, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retraite. Parce qu'il n'y a plus de retraite. Qui c'est qui finance la retraite, y compris en Israël? Il n'y a plus de ce qu'on appelle les fonds communs de placement en français, en hébreu c'est les PACAM, etc. Qui financent les retraites des Américains, des Japonais, des Français, des Israéliens, c'est les marchés financiers. Alors d'où vient l'argent des marchés financiers? C'est de l'épargne. Je veux mieux comprendre. Pourquoi c'est les marchés financiers qui financent la retraite? Pourquoi c'est pas l'État qui finance la retraite? Parce que l'État n'a pas d'argent. Non, parce que voilà. Alors je vous explique. Je vous explique très rapidement parce que c'est une manière très synthétique, évidemment, en quelques minutes. Évidemment, il faudrait des milliers d'heures pour expliquer ça. Façon de parler. L'État a été utilisé par
ces gens-là, par ces forces-là, pour par les forces financières. Entre autres, pas seulement, entre autres, d'accord, oui. Entre autres. C'est par ces forces-là qui vont particulièrement utiliser l'État comme un instrument de pouvoir. Alors regardez, vous avez eu l'État gendarme au XIXe siècle, qui n'intervenait pas dans la vie économique, jamais, nulle part, sauf en cas de guerre et de très très grands travaux. Il n'intervenait pas. Deuxième chose, vous avez au XXe siècle, à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'État-providence. Regardez, l'État-providence, Providence, HM, l'État-providence. C'est-à-dire que c'est l'État qui va couvrir... À partir du XXe siècle. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État va devenir un État-providence. Il va intervenir dans la vie économique. Et c'est lui qui va réguler normalement les équilibres sociaux. Fait ça ? Parce que tout simplement, il a fallu créer cette classe moyenne, il a fallu donner particulièrement aux ouvriers le minimum vital de manière à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile, qu'il n'y ait pas de guerre sociale, qu'il n'y ait pas de grève, et que les choses aillent, regardez mai 68, et que les choses aillent d'une manière tout à fait normale, logique. On va leur donner le SMIC, on l'a dit l'autre fois, de manière à calmer le jeu. Donc l'État va être quelque part le gestionnaire de ce capital. Mais encore une fois, que l'État n'a pas. Que l'État n'a pas. Vous comprenez ? L'État est toujours déficitaire. C'est ça qu'il faut comprendre. L'État n'a pas d'argent. L'État n'a d'argent qu'en fonction des impôts et des taxes qu'on lui donne. Ça ne suffit pas les impôts ? Mais pas du tout. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans les années 80-82, au temps de Ronald Reagan, le président Reagan, la grande théorie, c'était, on l'a dit autrefois, l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que l'État qui était providence va devenir un État secondarisé au profit des marchés. Ce sont les marchés, et notamment, vous m'avez compris, pas seulement, mais le marché financier, n'est-ce pas, au détriment du marché du travail, n'est-ce pas, l'État va être secondarisé. On va, par exemple, déréglementer les prix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avant les années 80, il y avait, je ne sais pas, les anciens se rappelleront de ça. Le prix de la baguette, c'était par exemple 55 centimes. Pour toutes les boulangeries de France et de Navarre, c'était le même prix. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui étaient pauvres ou qui étaient riches payaient le même prix. C'était protégé par l'État. Alors, évidemment, le boulanger, ça lui coûtait par exemple 60 centimes. Il a vendu 55, mais il recevait de l'État 20 ou 30 centimes en plus par baguette. Vous comprenez comment ça se passait ? C'est-à-dire, véritablement, on baissait les prix artificiellement, de manière à ce que la classe, disons, entre guillemets, paupérisée, on dirait la classe des travailleurs, puisse avoir le minimum vital, le lait à 80 centimes, je donne un exemple, le pain à 55 centimes, la paire de chaussures pour le travail, pas pour le luxe, pour le travail, 40 centimes, etc. Et on faisait un prix comme ça, donc le salaire devait avoir non seulement la capacité de payer ce prix-là, mais surtout la capacité d'épargne, de manière à créer une classe moyenne. Comme ça que ça s'est passé, en gros. Qui va aider les banques. Qui va être placé dans les banques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'épargne, et notamment ces prix qui étaient réglementés, pour aider les classes laborieuses, va éclater dans les années 80, avec notamment le président Reagan. Il va y avoir une déréglementation, c'est-à-dire que les marchés vont devenir le maître de l'histoire. Les marchés vont devenir véritablement... Le marché, vous faites référence à Wall Street, par exemple ? Non. Tous les marchés fondus. Le marché de la viande, le marché du blé, le marché du pétrole, le marché... C'est quoi un marché ? Ce sont des forces qui vont, normalement, équilibrer l'offre et la demande. Qui vont se jouer, n'est-ce pas, à travers cet équilibre de force et de demande, de manière à ce que le prix ne soit pas trop haut ou trop bas. Trop bas parce que le producteur ne peut plus produire, trop haut parce que le consommateur ne peut plus consommer. Alors il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Et ce prix d'équilibre, il se calcule automatiquement, comme disaient les classiques anglais, sans intervention de l'État. Alors dans les années 80, au temps du président Reagan, on a, et ça a été fait après en France par le président Chirac, etc., on a déréglementé tout cela. C'est-à-dire que, regardez le prix de l'avion, aujourd'hui, le prix du lait peut être plus cher ou moins cher en fonction des supermarchés, etc. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi c'est très important ? Oui, le même produit, si on l'achète dans un quartier
chic sera voilà. beaucoup plus cher que Vous dans avez, les quartiers populaires. voilà, vous avez compris. Mais à l'époque, non, c'était réglementé. C'était, le ticket de métro, c'était par exemple, je vous donne un exemple tout à fait bidon, 80 centimes, point. Il n'y avait pas de concurrence à ce niveau-là. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de marché, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un marché monopolistique. Le monopole, c'était l'État. Or, c'est ça qui va exploser. L'État va se secondariser, il ne va plus intervenir dans la vie économique, comme il le faisait avant. Il va privatiser, les privatisations de Jacques Chirac, etc., des années 85, si vous vous rappelez, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, de manière à ce que l'État puisse se déconcentrer de la vie économique, sortir de la vie économique au bénéfice des marchés. Au bénéfice des marchés. Et donc les marchés vont de ce qu'on appelle la primauté des marchés. Et un phénomène absolument incroyable va se passer dans les années 90, et aujourd'hui on est en plein dedans encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation des échanges monétaires. Et je m'explique. La dévalorisation des échanges monétaires. Je veux vous expliquer. Vous savez, vous avez, je ne sais pas si vous savez, en 1945, il y a eu ce qu'on appelle, en 1944 exactement, les accords de Bretton Woods. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis étaient grands vainqueurs du second conflit, et ils ont créé, en fin de compte, un système monétaire dans leur intérêt, à leur niveau mondial. Ils ont créé, et notamment un système monétaire fondé sur ce qu'on appelle des marges de fluctuation entre les monnaies fixes. Ça veut dire que le franc, je prends l'exemple de cette époque-là, le franc ne pouvait pas monter par rapport au dollar de plus 1,5%. Ou descendre de plus de 1,5%. S'il montait de 5%, la Banque de France devait intervenir en vendant ou en achetant des dollars en fonction... Qui avait obligé ça? Les Américains? Oui, c'était le système de Bretton Woods. C'est-à-dire que véritablement, la monnaie était inféodée à des équilibres et des déséquilibres limités par les banques et notamment par l'État. Par la Banque de France, par le système fédéral américain, etc. Bancaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À partir des années 70, n'est-ce pas, deux phénomènes sont intervenus terribles. Premier phénomène, le président Richard Nixon, le 11 août 1971, va déclarer que le dollar n'est plus convertible en or. C'est-à-dire que, véritablement, le dollar peut, à partir de ce moment-là, n'a plus de conversion par rapport à l'or, mais pour pouvoir acheter de l'or, il fallait passer par n'importe quelle monnaie, en dehors du dollar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette déclaration du 11 août 1971, très importante, il s'est passé que les marges de fluctuation des monnaies ne seront plus de 1,5% à la hausse ou à la baisse, mais de 2,5%, après de 5%. C'est-à-dire que les monnaies peuvent évoluer l'une par rapport à l'autre en fonction de ces marges de fluctuation qui sont plus limitées comme avant. Pourquoi? Pour que les marchés puissent gagner un maximum d'argent. Parce que, vous comprenez, à partir du moment où les marges de fluctuation sont élevées, alors aujourd'hui, bien entendu, elles sont tellement élevées qu'elles n'existent presque plus. Alors, vous avez des gens comme George Soros, un exemple, qui a gagné des milliards en une nuit. Parce qu'il a joué sur la livre sterling. Il a acheté la livre sterling lorsqu'elle était basse, et il a revendu lorsqu'il a créé une rumeur, il y a eu une panique, il a acheté, et après, à ce moment-là, cette rumeur est devenue rumeur, les gens ont voulu réagir, il a revendu, il a gagné la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Ça n'était pas possible dans les années 60, c'était pas possible, mais aujourd'hui c'est largement possible. C'est-à-dire que les marchés, aujourd'hui on peut gagner beaucoup d'argent, si je parle le langage de tout le monde, n'est-ce pas? En jouant sur le marché financier, sur le marché monétaire. Ah oui. Les riches peuvent s'enrichir parce que les marques de fluctuation n'existent plus comme auparavant. Par exemple, vous avez eu ce qu'on appelle en 1975 le Smithsonian Institute. Bon, ça c'est un peu technique. Et le SME, le serpent monétaire européen qui a été créé en 1972. Regardez, le serpent, d'accord? Le serpent monétaire européen qui a été créé en 1972. Les 6 pays à l'époque, il y avait que 6 pays en Europe, n'est-ce pas? Les 6 pays d'Europe vont essayer de se protéger face aux aléas du dollar américain. Vous voyez, en 1971, c'était Richard Nixon qui avait dit on va déconnecter le dollar de l'or. Et en 1972, les Européens ont essayé de se protéger contre les Américains en disant on va créer un système comme au temps de 72, au temps de Bretton Woods, 44. Un système limité. Ça n'a pas marché. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'économie française était trop faible par rapport à l'économie allemande.
et que Et les la Allemands France... étaient avec les Américains? Non, oui, non, mais d'accord, attendez. Les Allemands finançaient une bonne partie du budget français. Comment? Quoi, après la guerre? Après la guerre. Mais ils ont été détruits. Mais pas du tout. Parce que les Allemands ont reçu le plan Marshall jusqu'en 1957. Ça a duré de 47 à 57, 10 ans. Ils ont reçu des milliards de dollars qui ont construit... De qui? Des Américains. Le plan Marshall. Vous savez pas ça, Rav? Mais alors, le premier de se taire. Voilà, le plan Marshall. Qui était derrière l'Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors le plan Marshall. Alors attendez, mais les Français ont reçu moins que les Allemands. Et les Allemands, qui sont bien plus productifs que les Français, la productivité du travail à cette époque-là, en Allemagne, était bien plus élevée qu'en France. Donc les Allemands avaient un marque qui était très fort, un franc qui était dévalorisé par rapport au marque. Donc, automatiquement, pour maintenir l'équilibre, les Allemands prêtaient aux Français. D'où l'Europe, d'accord? L'Europe, c'est en fin de compte un marché allemand-allemand, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça veut dire, finalement, ceux qui se sont attaqués à l'Europe, ils ont gagné. Voilà, vous avez compris. La guerre, c'était uniquement une vitrine pour avoir la puissance financière. Voilà, vous avez compris. Donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, ce marché financier qui, à l'époque, était en devenir, est devenu, à partir des années, disons, 1980-1982, omniprésent. Et la primauté, ce qu'on appelait à l'époque la primauté des marchés. Mais le travail là-dedans était complètement secondarisé. D'où la baisse des salaires, d'où le fait qu'on va produire dans les pays à bas salaire. La Chine et l'Inde. À l'époque, c'était l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie. Aujourd'hui, c'est la Chine. Pardon. Oui. Auparavant, c'était le Japon, etc. C'est-à-dire qu'on va délocaliser toute l'industrie occidentale. Pourquoi? Parce que l'industrie occidentale n'avait plus besoin du travail pour s'enrichir. Ils avaient besoin de quoi, Rav? Du marché monétaire et du marché financier. Vous avez compris? Donc c'est sur le compte des travailleurs. Ça a été sur le compte des travailleurs, absolument, sur le compte du travail. Le grand perdant de tout ça, c'est le travail. C'est ce qu'on appelle la précarité de l'emploi. Et l'emploi devient un phénomène précaire. Et ça va aller de plus en plus. Avec l'histoire du coronavirus, on atteint des sommets absolument imprévisibles. Parce que l'emploi aujourd'hui... Ce qu'ils veulent, c'est détruire toute l'économie mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement une économie qui règle leur propre intérêt, qui finance leur propre intérêt. Ce qui est très important, c'est qu'ils ont jeu là-dedans, tout simplement, c'est le plan de la création divine. Dieu a créé le monde pour qu'on puisse, tu travailleras à la sueur de ton front, d'accord? Tu travailleras à la sueur de ton front, c'est un ordre de Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont travailler certes à la sueur de leur front, mais pour leur propre compte. Et au détriment du plus grand nombre. Évidemment, on ne donne pas de nom, évidemment. Mais ce sont des forces. Vous avez des forces du marché, et vous avez des forces qui vont utiliser le marché. Comment on s'en sortir? Alors, attendez. Parce que là, on rentre dans une situation où celui qui a un minimum de bon sens comprend qu'on va vers une catastrophe universelle, au profit de ces saletés de puissance qui veulent tous nous transformer en robots. On va normalement à la catastrophe, c'est évident, puisque... À vision humaine. À vision humaine, bien entendu, puisque de toute façon, on va être, si vous voulez, démonétarisé. Notre épargne, bon, je vais vous donner un exemple. L'épargne des ménages, je ne parle pas de la France, parce que ça va leur faire peur. Mais d'une manière générale, d'une manière globale, elle n'existe plus. C'est-à-dire Ça veut dire quoi qu'elle n'existe plus? Ça veut dire que l'État, qui est extrêmement endetté aujourd'hui, va avoir des prêts, par exemple du Qatar, ou de l'Arabie Saoudite, ou de l'Amérique, ou du Japon, en contrepartie de l'épargne des ménages. Parce que le Japon va dire, attendez, moi, monsieur les Français... Mais c'est quoi l'épargne du ménage, encore une fois? L'épargne des ménages, ce sont, je prends un exemple, l'épargne qui va vous permettre un jour... Allocation logement, allocation familiale, etc. Voilà, ce qu'on appelle les pensions sociales. Et ça va s'arrêter tout ça? Ah non, c'est pas ça du tout, Raph, c'est pas ça du tout. Ne mélangez pas tout, excusez-moi. Non, au contraire. Pardon, mais non, c'est pas ça du tout. Le problème est le suivant. Les capitaux qui ont été, si vous voulez, transformés en revenus, le revenu des ménages, sur 1000 francs que vous allez recevoir dans les années 60, vous allez commencer à créer une petite épargne.
Oui. Cette épargne va grandir, d'accord? Ce sont les livrets d'épargne, les caisses d'épargne, etc. Ok, etc. très Bon, bien. chaque Français va avoir, par exemple, on va parler en francs, en euros, par exemple, 6 000 euros de plan d'épargne. Mais ces 6 000 euros-là, d'accord, c'est dans un plan d'épargne qui se transforme en investissement. Vous avez compris? Des banques. Des banques et Oui. des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne vont prêter aux banques et les banques vont investir dans l'économie, soi-disant. D'accord? Oui. Mais aujourd'hui, ils n'investissent plus dans l'économie, ils investissent dans les marchés financiers. Vous voyez la différence? Oui, bien sûr. Bon, donc c'est pour ça qu'on va vous refuser un prêt si vous êtes un entrepreneur honnête et moral pour acheter une machine. Par contre, si vous êtes un spéculateur, on va vous prêter ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui va profiter des marchés, alors on va vous prêter. Pourquoi? Parce qu'on va dire celui-là, il est capable, il est intelligent, il a fait ses preuves, etc. Combien tu veux? 3 millions de dollars? Tiens, tout de suite. Dans les 24 heures, vous avez 3 millions de dollars. Allez demander 3 millions de dollars aujourd'hui à la banque, elle vous rirait au nez. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Évidemment. Pourquoi? Parce que les banques n'ont pas d'argent. Vous allez me dire quoi? Les banques n'ont pas d'argent. Elles ont investi notre argent. Voilà, vous avez compris. Les banques, elles vont vous prêter l'argent qui ne leur appartient pas. L'argent que vous, Raïm, que moi, Fabien, a déposé comme épargne. Or maintenant, cette épargne-là, n'est-ce pas, elle n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Parce que les banques ont prêté à l'État en contrepartie de cette épargne. Une question vraiment bête. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y aura une crise financière, une crise monétaire, l'épargne n'existe plus. Bien sûr. Ça a été déjà, c'est parti comme de la fumée. Fabien, une question bête. Quelle est la différence entre une banque et Madoff? J'oserais répondre parce que la banque, elle travaille avec l'État, donc elle est protégée, elle a le droit de voler tout le monde. Mais Non. Madoff, c'était à privé, donc non? Non. Non? Non. C'est une très bonne question. Il y a un certain nombre de gens qui sont extrêmement intelligents et extrêmement fins, mais très très immoraux, qui vont utiliser les banques, et les banques vont être inféodées à ces forces-là. Oui. Elles vont être reliées directement, elles vont être dépendantes de ces forces-là. Parce que les banques sont limitées par les règles du jeu, elles sont limitées par la loi. Ce sont des instruments de la loi. Mais qui fait les lois? Ce sont, entre guillemets, ces forces-là. Donc, elles sont limitées, elles sont pieds et poings liés, mais jusqu'à un certain point, elles ont une certaine liberté. Par exemple, la Banque de France, aujourd'hui, est pieds et poings liés à la Banque Centrale Européenne. Elle ne peut pas faire un pas sans l'accord de la Banque Centrale Européenne, qui, elle, ne peut pas faire un pas sans, évidemment, la banque, par exemple, la Fédérale Reserve Bank américaine, etc., etc. Et ça, c'est à l'infini. C'est-à-dire que le système bancaire, il est lié à quoi? Au marché financier, particulièrement. Aujourd'hui. Et ce phénomène qui a commencé dans les années 50-60, aujourd'hui a atteint des proportions absolument incontrôlables. Incontrôlables. Si bien que l'État est de plus en plus endetté. Pourquoi? Parce que le travail n'est plus rémunéré comme il faut. Donc il a de moins en moins d'impôts. Et surtout, il y a ce qu'on appelle l'effondrement des budgets sociaux. L'État prend en charge les budgets sociaux, l'immigration et les personnes qui sont de plus en plus vieilles, Baruch Hashem, et qu'ils ont de plus en plus de retraites. Et qui coûtent très cher à l'État, aux services sociaux, aux services de santé, etc. L'État va prendre en charge cela, mais par contre, il ne va pas prendre en charge les bénéfices des marchés financiers. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'État va être, en quelque part, un instrument de pouvoir. Et c'est un exemple que je donne, évidemment, on peut parler... Regardez, il y a eu un phénomène incroyable. Donc c'est-à-dire que l'État doit tous les jours remercier le Corona, quoi. En quelque sorte, oui. Parce que le Corona s'attaque surtout aux personnes âgées. Mais en quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, ce point est fondamental. Ce que je veux dire, c'est fondamental. Le début des années 70 ont été des années charnières qui ont tout transformé. En fait. Après 68. Après 68, dans les années 68, 73... Finalement, 68 n'a mené à rien. 68, bon, c'est un autre problème. Oui. Regardez. On en parlera une autre fois. Voilà, on en parlera. Regardez ce qui s'est passé. Dans les années 71, il y a eu évidemment le président Richard Nixon. Je vais très vite, très vite. Le président Richard Nixon qui a déconnecté le dollar de l'or. En 72, il y a eu le serpent monétaire européen. En 79, le serpent monétaire européen a disparu et c'est le système monétaire européen qui a été construit. Et dans les années 2000, c'est l'Union européenne, comme on la connaît aujourd'hui, avec Maastricht, les accords de Maastricht et notamment l'euro. Vous avez cette cartographie-là.
Quel était l'intérêt de l'euro? On va y revenir une prochaine fois. Parce que ça, c'est très intéressant. Oui, pourquoi ils ont détruit la monnaie? Une prochaine fois. La monnaie des peuples. J'essaierai de vous expliquer humblement, je vais essayer de vous expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça me paraît très, très important, c'est qu'à partir des années 72-73, les cycles économiques, c'est-à-dire l'évolution biologique de l'économie, on est cyclique, nous, on a les cycles, le cycle respiratoire, le cycle sanguin. Bon, en économie, c'est la même chose. L'économie respire, vit avec des cycles. Et à partir des années 72-73, les cycles devenaient de moins en moins apparents. Les économistes, alors je ne vais pas vous faire un cours d'économie un peu compliqué, c'est très compliqué, mais la théorie des cycles dit, regardez, je vais vous expliquer en 3 minutes. La théorie des cycles repose sur le point suivant. Vous avez 3 types de cycles. Les cycles longs, de 80 ans, ça veut dire tous les 80 ans, vous avez une crise qui apparaît. Et c'est défini, hein, c'est expliqué historiquement, ce qu'on appelle les cycles Kondratiev. Vous avez les cycles moyens, qu'on appelle les cycles Juglar. C'est tous les 6-7 ans. Et vous avez les cycles courts, qu'on appelle les cycles Kitchin. Les cycles Kitchin était un très grand économiste américain, statisticien, mathématicien, qui avait démontré que dans un cycle de 7 ans, il y avait des petits cycles qu'on appelle les cycles Kitchin, qui montent et qui descendent avec une prospérité de 6 mois, après un retournement de tendance, une crise, etc. Tout ça, c'était clair. On savait, on pouvait dire dans les discours économiques et politiques que dans 2 ans, il risque d'avoir une crise. Pourquoi depuis 1973, ça a été pratiquement effacé. Tout est devenu, je parle du monde nimrodien, tout est devenu mélangé. Ça devient, personne aujourd'hui ne peut dire qu'est-ce qui va se passer demain. Je parle de demain dans les 200, je parle de demain vraiment dans 24 heures. Personne. Pourquoi? Parce que non seulement tout est caché, et tout est déréglementé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Vous voyez le monde d'Amalek. Il n'y a plus de limite. Tout est complètement ouvert. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez payer une place d'avion $1000 et la même place demain peut coûter $80. Il n'y a aucun problème. Donc tout est complètement déréglementé. C'est-à-dire véritablement que dans les marchés financiers, dans les marchés monétaires, dans les marchés de la viande, dans les marchés du blé, des transports, tout ce que vous voulez, même du sport, on peut gagner des millions et perdre des millions le lendemain. Surtout les firmes pharmaceutiques. Bien sûr, les firmes pharmaceutiques, n'en parlons pas. C'est les pires. Bien sûr. Et l'armement. N'oublie pas l'armement, n'est-ce pas? C'est surtout ces deux. Voilà. La pharmacie et l'armement qui dirigent le monde. Voilà. Vous avez compris. Donc, cette puissance. Quand ils ont fait des nouvelles armes et qu'ils ont besoin de les vendre, ils font une guerre. Voilà. Cette puissance militaro-industrielle, mais qui est aujourd'hui reliée directement aux puissances pharmaceutiques, médicales, sanitaires, mais aussi sociales. Mais vous imaginez pas ce qui se passe, c'est incroyable. À partir de ce moment-là, tout étant lié, mais à l'envers. Vous voyez, toutes les forces d'obscurité sont comme voulait Dieu, mais à l'envers. Reliées entre elles, dépendantes entre elles, et elles font une. Ils s'adorent les uns les autres. Vous comprenez? Ils s'adorent les uns les autres. Ça veut dire qu'ils sont complètement souverains dans leurs discussions. Ils font des paris incroyables, mais entre eux. Et contre, évidemment, le plus grand nombre. Je ne donne pas de nom, bien entendu. Vous comprenez? Ces forces-là qui découlent des forces de Paro, on va pas faire un cours de Torah ici, qui découlent des forces de Nimrod. Non, on y arrivera, on fera des cours de Torah, ça c'est sûr. Les cours de Paro et les cours de Nimrod qui font qu'il va falloir que Moshe arrive pour sauver Am Israël, c'est-à-dire sauver le monde. Mais il va se faire descendre en une milliardième de fraction de seconde. D'après ce que vous révélez, je veux dire, il ne peut pas s'attaquer à toute cette mafia multimilliardaire. Le temps de l'ouvrir la bouche, il sera déjà descendu. Oui, mais il y a Dieu derrière tout ça, parce que cette mafia, elle est... Oui, mais d'accord, mais avec tout le respect qu'on a pour le bon Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Les choses vont... Je pense que... Rav, je vous aime, excusez-moi. Écoutez, je répète, aujourd'hui, les choses sont tellement déstructurées, tellement mélangées, tellement sous forme de brouillard qu'on n'y comprend plus rien. Alors que dans les années 60, on voyait les choses clairement, les cycles se déstructurent complètement. J'allais dire même, ils n'existent plus. C'est terrible. Imaginez-vous un corps humain, le cœur prend la place du cerveau. Le cerveau prend la place du foie. Le foie prend la place des reins. Mais le corps ne peut plus résister, c'est tout, c'est terminé. C'est un cancer généralisé qui se passe. Les métastases, etc. L'histoire du coronavirus, sans rentrer dans les détails. En fin de compte, c'est un cancer du monde, en fait.
Parce que c'est un monde arrivé à un tel état maladif que, évidemment, le cœur se prend pour le foie et le foie se prend pour le cerveau. À partir de ce moment-là, les choses ne sont plus régulées comme il faut et à Kadosh Baruch Hu, il dit sacrifice, stop, hein. Arrêtons. C'est ce qui s'est passé avec Nimrod, entre parenthèses. Donc on peut imaginer comme bouée de sauvetage un écroulement total de toute la finance mondiale et toutes ces puissances-là vont s'effondrer? Je pense que oui. Je pense que oui, ça va s'effondrer en toute stupeur et ça va être la grande surprise du millénaire, j'allais dire des millénaires. Kadosh Baruch Hu va intervenir. Bon, ça, on verra ça comment et après, si on est capable, parce qu'il faut être toujours évidemment très humble. Kadosh Baruch Hu va intervenir, c'est-à-dire véritablement que le monde va revenir à son auto-équilibre. Il va enlever les scories, il va enlever tous les extrêmes. Il va enlever tous ces superpuissances, ces super dominations qui font que, en fin de compte, le monde étouffe. On ne peut plus respirer. D'où le masque, d'accord? D'où le masque. On est dans un monde où on ne peut plus respirer. Moi, si j'ai envie d'investir, je prends un risque terrible aujourd'hui dans une machine. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il va falloir que je rembourse un taux d'intérêt très élevé. Je ne sais pas si je vais pouvoir vendre avec la crise économique et le coronavirus. Je ne sais pas si je vais pouvoir employer. Pourquoi je veux employer des gens? Je vais le faire en Chine, Bien sûr. etc., etc. C'est-à-dire tout est complètement désorganisé, déstructuré, au profit de quelques-uns qui font partie de cette oligarchie mondiale, sans donner évidemment de pays ou de nom, qui fait que véritablement on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer, on étouffe. On étouffe, et cela vient des années, je vous dis, de au moins 50 ans, pour ne pas dire 70 ans. Ça a vraiment commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Nahon. Donc elle a rendu un grand service, la Deuxième Guerre mondiale, à ceux qui ont préparé leur coup, quoi. Oui. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous révélez, je ne sais pas, parce que c'est... Bon, des gens comme moi, et j'imagine beaucoup d'autres, on a ces intuitions-là, mais vous êtes capable de l'éclaircir d'une manière à ce que l'intuition devient claire, Ça veut dire qu'on se rend compte que finalement, je dis souvent dans mes cours, on vit dans une vitrine, mais c'est pire encore qu'une vitrine. Ça veut dire que c'est incroyable, parce que quand nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, comparent le monde occidental à un porc, ils montrent ses sabots, ils disent regardez, je suis cachère, mais surtout regardez pas ce que j'ai à l'intérieur. Ça veut dire que nos maîtres avaient déjà vu il y a 2000 ans, avant la naissance du monde occidental, ils avaient déjà compris qu'on va vers une civilisation où l'apparence sera tellement trompeuse que tout le monde va se faire avoir. Exactement. C'est pire qu'une dictature. Ça, je le dis souvent dans mes cours. La démocratie, c'est 1 milliard de fois plus dangereux que la pire du stalinisme. Parce qu'au moins, quand tu as en face de toi un Staline, tu sais qu'il te fait mal et tu es prêt à te révolter. Mais quand tu as en face de toi tous ces mensonges de toutes ces vitrines occidentales, tu n'as pas envie de te révolter. Mais c'est le monde de l'Égypte. Oui. C'est le monde de l'Égypte. Tel que nos maîtres l'expliquent. Mais bien sûr, les gens aucun esclave ne pensait à s'échapper. Voilà. Exactement. Aucun esclave ne pensait à s'échapper. Ils gagnaient le SMIC, ils étaient tranquilles. Ils avaient de quoi manger. Ils avaient des pommes de terre le soir, la soupe, le gefilte fish, le couscous. Du coup, tu parles, Moshe? Qu'est-ce que tu viens nous casser la tête? Où tu veux aller? Dans un désert? Comment on dit 80% ne sont pas sortis. Mais voilà. 80% disent mais non, on est très bien en Égypte. Voilà, exactement. C'est exactement aujourd'hui. Mais les gens vont dire maintenant, tu veux détruire le monde? Qui tu es, toi, pour détruire notre monde? Mais c'est pas votre monde. C'est le monde qui a été fait pour quelques-uns. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Qu'en fin de compte, le bonheur est un fantasme tel qu'il est vécu aujourd'hui. La recherche du plaisir, etc., c'est tout fantasmatique. Parce que tout simplement, c'est une drogue pour vous empêcher d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est une drogue. Bon, vous avez compris. Donc au niveau économique, on le voit très 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 bien. Alors, on parlera la prochaine fois certainement des entreprises, etc. Mais aujourd'hui, les cycles économiques sont complètement brouillés, Rav. Complètement brouillés. Aucun économiste, aucun chef d'entreprise ne peut dire demain ce qui va se passer. Ce qu'on appelle, imaginez-vous, vous êtes un pilote d'avion sans radar. Vous pilotez à vue. Oui, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Oui. On ne va pas plus loin que le bout de l'avion. On pilote à vue. Mais jusqu'au moment où il va y avoir un avion, on ne va pas le voir, il va y avoir le crash. En tous les cas, écoutez, monsieur Ababou, Fabien, je ne sais pas comment vous remercier.
On va terminer là. Je tenais à dire à tous nos auditeurs qui apprécient énormément vos révélations, c'est un cours qu'il faut écouter plusieurs fois. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup de sincérité. Je pense que cette série de cours qu'on fait avec M. Ababou en ce moment est peut-être le top du top de tout ce qu'il y a sur mon site. Parce que c'est des révélations tellement, tellement importantes qui peut-être vont réveiller de nombreuses personnes parmi nous qui vont peut-être, comme on le sait d'après ce que disent nos maîtres, des fois l'homme n'a pas les moyens d'agir, mais le fait qu'il a le sentiment et la volonté d'agir, c'est ce qui déclenche parfois le fait que Hachem dit, bon ben tu ne peux pas agir mais je vais le faire pour toi. Parce qu'au moins tu as pris conscience. Exactement. La prise de conscience peut amener Hachem à lui agir. Et donc c'est clair que des gens comme nous ne pourront pas agir contre toutes ces puissances meurtrières et assassines. Mais d'un autre côté, le fait que l'on prend conscience grâce à tout ce que vous nous révélez, va peut-être justement amener Hachem à concrétiser finalement les choses et amener le monde à la délivrance finale en se débarrassant de toute cette méchanceté qui domine le monde. Cette immoralité. Et cette immoralité qui domine le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas de mots pour vous remercier et soyez bénis et j'espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps. Merci.